Bienvenue au deuxième webinaire organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne à destination des élus des collectivités bretonnes. Donc, ce webinaire s'intitule « Phytosanitaires, mieux comprendre leur utilisation et l'évolution des pratiques, favoriser le dialogue entre agriculteurs et riverains ». Il s'inscrit dans une série de 4 webinaires proposés sur le mois de mars, dont 2 encore à venir sur l'énergie-climat demain et foncier-urbanisme la semaine prochaine. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Stéphanie Floch. Je suis chargée d'animation territoriale à la Chambre d'agriculture à l'antenne de Vannes. Je serai l'animatrice de ce webinaire et je vais être secondée par Véronique Vincent du service environnement, qui aura le rôle de modérateur du chat et puis qui animera aussi le temps de questions-réponses avec les questions qui auront été posées sur le chat à l'issue de chacune des parties. Alors, quel est le programme pour cette matinée ensemble ? Donc, nous aurons une introduction par Yannick Lebars, élu de la Chambre d'agriculture. Puis, nous avons donc décidé de retenir 3 thématiques dans ce vaste sujet que sont les phytos. Donc, tout d'abord, la réglementation avec, donc, qui encadre l'usage des phytosanitaires. Ensuite, les indicateurs qui nous permettent de suivre l'évolution de l'utilisation des phytosanitaires. Et enfin, les évolutions de pratiques mises en œuvre par les agriculteurs qui seront donc illustrées par le témoignage de Jean-Marc Le Tiec, qui est membre d'un groupe défi. Et je passe tout de suite la parole à Yannick pour le mot d'introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Yannick Lebars, exploitante agricole en production laitière, en GAEC avec mon fils sur la commune de Plouha, dans les Côtes-d'Armor. Alors, je suis également élu local, maire de la commune de Lanloup et vice-président Guingamp-Paimpol Agglomération et membre de la Chambre d'agriculture où je suis notamment le dossier Ecophyto. Alors, lors des rencontres entre les élus des collectivités et la Chambre d'agriculture, l'usage des produits phytosanitaires a souvent été abordé. Aussi, lors de l'élaboration des webinaires, nous avons souhaité approfondir ce sujet avec vous. Et je vous remercie de votre présence. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi on en est là. À part peut-être les plus anciens d'entre nous, nous faisons partie de générations de privilégiés. Nous n'avons jamais connu de pénurie dans l'offre de produits alimentaires, pénurie qui pourtant était courante jusqu'à la fin des années 60. La France avait faim et c'est ce qui a incité les politiques de l'époque à déployer un plan d'envergure pour rendre à la France sa souveraineté alimentaire. Il fallait moderniser l'agriculture, accroître les rendements et surtout assurer une régularité dans la production. C'est ce que l'on a appelé le plan Marshall. Autre constat important à prendre en compte, c'est au début des années 50, nous disposions d'1 hectare de surface agricole utile par habitant pour assurer l'alimentation animale et humaine. La démographie et l'artificialisation des sols de ces 60 dernières années a divisé par plus de 2 cette surface, qui n'est plus aujourd'hui que de 0,45 hectare. Alors le citoyen a des souhaits, tous louables, sur le bien manger, la protection de l'environnement, mais qui viennent en contradiction avec les actes du consommateur, qui de plus en plus oriente ses achats vers les produits de premier prix. Cela se traduit par une baisse significative de la part de dépenses des ménages consacrés à l'alimentation, qui est passée de 1960 à 2014 de plus de 35% à moins de 20%, avec les conséquences constatées sur la perte de rentabilité de nos exploitations. Autre constat, le quart de la population française vit sous le seuil de pauvreté et n'aura pas la capacité financière à accéder à une alimentation haut de gamme, mais revendiquera le droit d'accéder à une alimentation saine. C'est aussi un dilemme auquel nous sommes confrontés en tant qu'élus pour approvisionner nos cantines. Doit-on privilégier des produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée, produite en France, ou ne prendre en compte que le prix, avec souvent des produits d'importation qui ne respectent pas toujours les normes imposées aux producteurs français. Le marché du bio continue malgré tout son développement et des agriculteurs répondent à cette demande. L'agriculture conventionnelle, quant à elle, travaille depuis longtemps à maintenir une production quantitative et qualitative tout en réduisant son impact environnemental. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Il est important de ne pas opposer ces systèmes qui répondent chacun à une demande et continueront à coexister.
Et c'est notre rôle d'élu, et là je parle en tant que maire, d'éviter de rentrer dans toute polémique et au contraire d'encourager et soutenir le dialogue. Alors, je suis un peu perdu. Voilà. Entre les agriculteurs et soutenir le dialogue, donc entre les agriculteurs du territoire et nos administrés. Il y a beaucoup d'interrogations sur les traitements des cultures. La question des distances et des chartes est sous le feu de l'actualité avec la décision récente du Conseil constitutionnel. La profession agricole s'est engagée dans un dialogue constructif et souhaite poursuivre en ce sens. Alors, l'agriculture n'est pas restée sans rien faire. En Bretagne, nous avons 30 ans d'expérience sur les actions phytosanitaires. Dès le début des années 90, lancement des actions de qualité de l'eau sur les bassins versants et création de la CORPEP, Commission régionale pour la prévention des pollutions de l'eau par les pesticides. En 98, la création du CRODIP, Comité interprofessionnel de diagnostic, inspection et formation phytosanitaire. Suite à la prise de conscience de l'importance des eaux de surface en Bretagne, nous avons été les précurseurs dans le contrôle volontaire des pulvérisateurs avec une rigueur reconnue de tous, puisqu'aujourd'hui, 80% des inspecteurs nationaux sont pilotés par nous. En 98 également, la mise en place de Phytomieux, remplacé par le plan Ecophyto en 2008. Et depuis les débuts des années 2000, sensibilisation aux techniques alternatives, itinéraire à bord réseau d'intrants, charte des prescripteurs, ferme pilote, référentiel phyto, certification du conseil, diagnostic des sièges d'exploitation, campagne de formation phyto et santé, réseau de surveillance biologique du territoire, conseil de saison, certifito, observatoire des ventes, défi ferme, défi XP, groupe 30 000, et il y en a encore. L'évolution des pratiques est notable, mais nous travaillons sur un pas de temps long. Nous ne sommes pas dans un laboratoire où il est possible de multiplier les expériences. En agriculture, c'est une culture par an, et la recherche de solutions alternatives prend du temps. D'autant plus que les objectifs majeurs restent le maintien des niveaux de production et l'équilibre économique de nos exploitations. La Chambre d'agriculture s'est engagée dans son projet stratégique à accentuer son accompagnement pour les exploitants agricoles dans cette transition et l'utilisation de moins de produits phytosanitaires. Alors, ces produits, ils sont utilisés en agriculture biologique, phytosanitaire et de biocontrôle, comme en agriculture conventionnelle, phytosanitaire de biocontrôle ou de synthèse. Ils répondent à un besoin de protection des cultures et se classent en 3 grandes familles. Les herbicides, utilisés contre les adventices pour limiter la concurrence sur l'eau, la nourriture et la lumière. Les insecticides, utilisés pour lutter contre les insectes et les limaces qui se nourrissent des cultures ou des pics en leur transmettant des maladies. Et les fongicides, utilisés pour lutter contre les maladies qui affaiblissent les plantes, peuvent les détruire, mais aussi peuvent nuire à leur conservation et poser des problèmes sanitaires en alimentation animale ou humaine. Alors l'enjeu et le travail qui est fait sur le terrain, c'est d'apprendre à utiliser le bon produit au bon moment, à la bonne dose, et seulement si c'est nécessaire ou s'il n'y a pas de solution alternative. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Stéphanie. Merci Yannick. Donc moi, je vais tout de suite passer la main à Arnaud qui va nous faire un point réglementaire. Arnaud, tu veux que je passe les diapos tout de suite ou tu te présentes un petit peu avant? Non, tu peux mettre la diapo de la partie 1, s'il te plaît. Ok. Très bien. Non, reviens sur la première. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, Arnaud Montigny, je suis chargé d'études au sein du service environnement de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et donc, je vais vous présenter la première partie de ce webinaire qui porte donc sur la réglementation phyto et les chartes riverains. Stéphanie. Donc, pour commencer, quelques définitions concernant les pesticides. Donc, le terme pesticide comprend non seulement les produits phytopharmaceutiques, mais également les produits biocides.
Stéphanie, si tu veux bien mettre l'animation. Donc, les produits phytopharmaceutiques protègent les plantes vivantes contre les organismes nuisibles ou luttent contre les mauvaises herbes. Les biocides luttent aussi contre les organismes nuisibles, mais ne concernent pas les plantes vivantes. Du coup, donc nous, ce qui va plutôt nous concerner sur les usages agricoles au champ, ce sont les produits phytopharmaceutiques qui regroupent 4 catégories, on va dire. Donc, les produits à base de substances chimiques de synthèse, qui sont une association d'une ou plusieurs matières actives qui confèrent au produit l'effet désiré et d'un ou plusieurs additifs qui renforcent l'efficacité du produit. Ensuite, on va retrouver la catégorie des produits de faible risque, qui sont composés de substances actives à faible risque, ce qui va en fait leur conférer une réglementation adaptée en fonction de la faiblesse justement du risque qu'ils représentent. Ensuite, on va avoir les produits de biocontrôle, qui est une protection des cultures basée sur le recours à des organismes vivants ou à des substances naturelles. Et enfin, les produits UAB, utilisables en agriculture biologique, qui font l'objet en fait d'une autorisation spéciale pour pouvoir être utilisés sur ce type de culture. Donc, concernant l'homologation d'un produit phytosanitaire, un produit phyto, c'est une ou plusieurs molécules appelées substances actives, par exemple le glyphosate que tout le monde connaît, plus un ou des coformulants qui permettent à la substance active de mieux agir, par exemple, de mieux pénétrer dans la plante. Donc, au niveau de l'homologation des produits, la substance active par elle-même fait l'objet d'une homologation au niveau européen, par l'Union européenne, pour une durée limitée en général à 10 ans. Et le produit, la combinaison substance active plus coformulant, le produit est lui homologué au niveau de l'État français, suite à une évaluation de l'ANSES, une évaluation des produits par l'ANSES. L'État va délivrer l'homologation du produit sous la forme d'une autorisation de mise sur le marché d'une durée en général égale à 10 ans également. Donc, au final, chaque produit phyto dispose d'une étiquette avec son autorisation avec son numéro d'autorisation de mise sur le marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est conditionnée à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Donc, tout ce qui est utilisé, c'est parce que les agriculteurs ont le droit de l'utiliser, sachant que ces autorisations de mise sur le marché sont revues régulièrement, voire même très régulièrement, alors bien sûr avec quelques ajouts, mais plutôt beaucoup de retraits concernant certains produits, et notamment les produits les plus dangereux. Donc, comme vous l'aurez compris, la réglementation concernant les produits phytopharmaceutiques, c'est une réglementation complexe, composée de directives, de règlements, d'arrêtés ministériels, de lois, ainsi de suite. Donc, on ne va bien sûr pas tous les citer. Ce qu'on veut vous faire passer comme idée, c'est que l'utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques exige le respect de ce corpus réglementaire complexe et contraignant pour les agriculteurs. Donc, au niveau des traitements phyto, l'agriculteur a de multiples étapes à respecter. Donc, avant le traitement, le point de départ est bien de détenir un certificat qui est obtenu suite à une formation, à une évaluation des applicateurs, voire des entreprises aussi applicatrices de produits. Ensuite, envisager les pratiques alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, choisir le produit autorisé pour l'usage et la zone concernée. Par exemple, en période de présence d'abeilles, le produit choisi devra être autorisé pour cet usage.
stocker les produits dans un local dédié, identifié, aéré, avoir un pulvérisateur, passer au contrôle technique et réglé, tenir compte de la météo, notamment la pluie, le vent et l'humidité de l'air. Pendant le traitement, donc l'agriculteur devra utiliser les buses adéquates dans les bonnes conditions, respecter les distances vis-à-vis des riverains et des établissements accueillant des personnes vulnérables, respecter les distances vis-à-vis des cours d'eau et des points d'eau, respecter les conditions d'utilisation des produits, donc à savoir dispositifs végétalisés permanents, délai de réentrée et les mélanges autorisés, et enfin, utiliser des équipements de protection individuelle adaptés. Après le traitement, donc enregistrer les pratiques dans le registre phyto, nettoyer les bidons dans le respect de l'environnement et participer aux collectes pour les bidons vides et pour les produits non utilisables. Donc, ce sont les collectes organisées par Adivalor. Donc, on en vient maintenant à parler donc des chartes phyto-riverains. Donc, le contexte de la mise en place de ces chartes phyto-riverains, ce sont les états généraux de l'alimentation lancés en 2017, qui ont abouti par la signature de la loi Egalim le 30 octobre 2018. Donc, la prise en compte des riverains s'est traduite donc réglementairement par un arrêté ministériel et un décret d'application en date du 27 décembre 2019 qui instaure donc une zone de non-traitement par rapport aux riverains donc, depuis le 1er janvier 2020. Et l'actualité chaude du moment, comme vous le savez certainement, c'est la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 mars 2021. On va y reparler donc à la fin de cette première partie, donc je ne l'aborde pas maintenant, on y revient tout à l'heure. Donc, concernant les zones de non-traitement par rapport aux riverains, donc ce qu'on appelle aussi les ZNT riverains, donc elles s'appliquent par rapport à la limite de propriété de bâtiments habités et des zones attenantes à usage d'agrément. Donc, la loi, donc l'arrêté du 27 décembre 2019, permet la réduction de certaines distances de non-traitement avec la mise en place d'une charte départementale d'engagement et de bonnes pratiques pour de bonnes relations de voisinage. Donc, le cadre réglementaire de l'arrêté est présenté par le schéma suivant. Donc, en fait, on va retrouver trois cas. Donc, le premier cas, donc, ce qui est marqué donc, à droite de la diapo. Donc, le premier cas va concerner 4 catégories de produits, donc à savoir les produits de biocontrôle, les produits donc composés de substances de base, les produits composés de substances à faible risque et enfin les produits utilisables en agriculture biologique. Pour ces 4 catégories de produits, sauf précision dans l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de distance ZNT riverain qui s'applique pour ces 4 catégories de produits. Ensuite, le deuxième cas va concerner donc les produits les plus dangereux et identifiés comme tels dans une liste publiée par le ministère. Donc, pour ces produits les plus dangereux, on aura donc une zone de non-traitement par rapport aux riverains de 20 mètres. Et ces 20 mètres-là sont incompressibles, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réduire. Et le troisième cas donc, concerne tous les autres produits phytopharmaceutiques, pour lesquels on va avoir donc, une zone de non-traitement par rapport aux riverains donc, de 10 mètres pour ce qu'on va appeler les cultures hautes, donc à savoir l'arboriculture, la viticulture, et une zone de non-traitement riverain de 5 mètres pour les autres cultures, donc ce qu'on va appeler les cultures basses, donc maïs, céréales, colza, légumes. Donc 5 mètres de ZNT riverain pour cette catégorie. Stéphanie, s'il te plaît. Donc, en cas de charte départementale phyto-riverain validée et d'utilisation de buses à limitation de dérive homologuées, ces ZNT riverains, donc sur culture haute, la ZNT riverain de 10 mètres donc, peut passer à 5 mètres.
et la ZNT riverain sur culture basse de 5 mètres peut passer à 3 mètres. Donc, en Bretagne, le choix a été fait donc ce sont des chartes départementales, hein, mais en Bretagne, donc on a travaillé en fait sur une seule et même charte phyto-riverain, hein, pour les 4 départements bretons. Ces chartes sont issues d'une phase de concertation grand public et maire, hein, via l'Association des maires de France, réalisée par la Chambre d'agriculture par voie dématérialisée du 4 mai au 7 juin 2020. Suite à cette étape, donc, envoi de la proposition de charte phyto-riverain à chaque préfet. Et enfin, donc en juillet 2020, publication des chartes, hein, sur les sites des préfectures des 4 départements. Donc ces chartes sont accessibles, hein, sur le lien suivant, donc sur le site des chambres d'agriculture. Suite à la publication de ces chartes, on avait une demande complémentaire de services de l'État qui était de développer les supports de communication à destination des riverains. Donc, la Chambre s'est attachée, hein, à satisfaire à cette demande par la publication sur son site internet de différents documents à destination des riverains et donc adaptés, hein, aussi aux riverains et à leur connaissance. Donc notamment un flyer Les Phytos, parlons-en, et ensuite 5 fiches, hein, qui sont là pour expliquer les raisons du pourquoi et du comment de la protection des cultures en Bretagne. Donc, bon, je ne vous les détaille pas toutes, hein, elles sont toutes consultables et téléchargeables, hein, sur le site des chambres d'agriculture. Donc, les chartes phyto-riverains en Bretagne ont validé 3 points particuliers. Donc, le premier, c'est l'absence de ZNT riverain pendant les périodes de fermeture annuelles connues concernant les campings, les hôtels, les résidences de vacances et les centres de vacances. Le deuxième, c'est la possibilité d'absence de ZNT en cas d'absence du riverain et si accord écrit du propriétaire pour les résidences secondaires, les gîtes et autres occupations occasionnelles. Et enfin, la possibilité de localiser la ZNT riverain à l'intérieur de la propriété, toujours si accord écrit du propriétaire en cas de grande propriété. Pour les points 2 et 3, hein, ces modèles sont toujours consultables, hein, sur le site des chambres d'agriculture. Donc, on en vient au point d'actualité très, très récent, hein, puisque donc le 19 mars 2021, donc vendredi dernier, est tombée la décision du Conseil constitutionnel. Donc le contexte, donc le Conseil constitutionnel donc, a été saisi le 31 décembre 2020 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Génération Future et autres, hein, portant sur le mode d'élaboration des chartes. Donc, la décision du Conseil constitutionnel porte sur le processus d'élaboration des chartes, jugé contraire à la Constitution, non pas sur le fond, mais sur la procédure de concertation ne garantissant pas la participation de toute personne, et déclare donc inconstitutionnels les termes figurant dans le Code rural inscrit suite au vote de la loi Egalim. Par conséquent, à ce jour, la profession agricole est en attente de la réponse du ministère de l'Agriculture sur les conséquences de cette décision. Donc, c'est en cours d'analyse juridique. En complément d'information, et notamment sur les devenirs, hein, des chartes phyto, donc on vous a mis le lien vers le site du ministère, qui est très, très bien fait concernant la prise en compte des riverains dans les traitements phytopharmaceutiques. On y retrouve notamment les listes des produits, hein, les listes des produits les plus dangereux, ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de mieux voir de quoi on parle. Et puis, dans l'attente aussi de la mise à jour de ce site, hein, suite à la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci de votre attention. Merci Arnaud. Nous allons maintenant passer aux questions posées sur le chat. Véronique, je te laisse la main. Donc, sur le chat, lors de cette partie, il y a eu une remarque par rapport aux chiffres indiqués par
Yannick lors de son introduction. Donc, voilà, on pourra… vous y avez tous accès. Sinon, Sandrine, vous avez vu, a mis un certain nombre de liens pour ceux qui souhaiteraient plus de précision. Il n'y a pas, je n'ai pas vu de questions liées spécifiquement à la question des produits phyto, des distances. Ah oui, alors on a une remarque du maire de Séné qui indique qu'il n'y a pas eu vraiment de dialogue réel. Alors j'imagine que sa question se rapporte au moment de la concertation sur les chartes. J'entends ce que vous dites. Je dirais juste que la façon dont ça a été fait en Bretagne comme ailleurs, on a respecté le cadre qui était donné par le décret du 27 décembre 2019. Et je ne sais pas si Yannick, tu veux compléter? Oui, juste pour préciser que c'est un peu réducteur de dire qu'on a pris en compte que la distance, puisqu'il y avait aussi les conditions d'application et le type de matériel utilisé. Ça n'a pas été fait n'importe comment, quoi. On va passer à une autre question, Véronique, s'il te plaît. En fait, il y a plus une remarque autour de la voie agroécologique, mais ça, du coup, je propose qu'on en reparle lors de la 3e partie, si vous voulez bien. Donc, Arnaud Montigny, je peux apporter quelques éléments de réponse. Donc, bon, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en termes de timing, hein, vous imaginez bien que ce n'est pas des choses qui se décident comme ça. Et puis, c'est tout un processus, en fait, hein, de travail qui durait déjà depuis 2 bonnes années, hein, notamment avec des discussions des chambres d'agriculture, avec les associations des maires de France sur les 4 départements. Donc, ce que je veux dire, que voilà, ça a été tout un processus. Arriver là où on devait concrétiser sur les chartes, bien sûr, on agissait, les chambres d'agriculture agissaient toujours sous le couvert et sous l'autorisation de la DRAF Bretagne, hein, puisque le dispositif, on savait que le dispositif, sur un plan juridique, il fallait qu'on soit bien bordé dans ce qu'on faisait. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bon, déjà, on avait le décret d'application au niveau national qui introduisait le principe de ces chartes, avec un contenu à respecter à l'intérieur des chartes. On est tombé, on a joué de malchance, hein, puisqu'on est tombé en plein premier confinement. Donc, normalement, hein, la concertation publique aurait dû être déclenchée plus tôt. Elle a été retardée, hein, à l'annonce du premier confinement. Donc là, nous, on a bien sûr stoppé notre travail, estimant qu'on n'était plus dans des conditions justement qui permettaient la bonne tenue de cette concertation publique. Donc, bien sûr, la Chambre régionale de Bretagne, toujours, hein, en lien très étroit avec le ministère et puis la DRAF au niveau régional, en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reporte complètement? Donc, nous, on se tenait à jour, bien sûr, de l'information. Après, il y a eu aussi une analyse juridique nationale sur ce que c'est qu'une concertation publique par rapport à une consultation publique, hein, puisque ce n'est pas la même chose. Et on a eu le feu vert de l'État nous disant vous pouvez y aller sur votre concertation publique, charte phyto, vous pouvez y aller. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, elle a été déclenchée donc, le 4 mai. Donc, il faut savoir qu'il y a un décret d'application, hein, sur ce que c'est que la charte, comment ça doit être fait, quel est son contenu. Donc, on a rempli nos obligations de communication légale autour de cette charte. On a eu une participation qui a été ce qu'elle a été, mais qui a été quand même relativement correcte étant donné le contexte dans lequel on était. Donc, les 4 concertations publiques ont fait l'objet d'une synthèse, donc réalisée par les chambres, puisque c'était à nous de le faire. On était désignés, hein, pour faire ce travail-là. Donc, on a fait ce travail-là. Il faut savoir que la synthèse des concertations publiques a été présentée à chaque préfet.
avant validation des chartes. Donc, après, on est d'accord hein, sur le fait que ça n'a pas été optimum, ça c'est clair. Mais bon, on avait quand même un certain nombre de contraintes à respecter. On a fait du mieux qu'on a pu. J'entends bien que ça ne répond pas aux exigences de tout le monde, mais en tout cas, on était dans le cadre. On était dans le cadre réglementaire et on a fait notre maximum pour prendre en compte les remarques de tout le monde. Donc, je donne la main à Elisabeth pour la partie suivante sur les indicateurs pour mesurer l'évolution de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Merci Stéphanie, donc bonjour à tous. Elisabeth Rongy, je suis responsable de l'équipe protection des cultures et biodiversité au sein du service agronomie à la Chambre d'agriculture. Donc, après cette première partie réglementaire, je vais vous parler de la notion d'indicateur d'évolution de la vente, j'insiste sur le mot vente, de produits phytosanitaires. En fait, vous avez tous pu remarquer que les différents messages issus du ministère de l'Agriculture et repris ensuite par les médias s'appuient sur un certain nombre d'indicateurs pour identifier différents constats. Donc là, je vous ai mis juste une image des derniers chiffres qui ont été publiés en juin 2020 par le ministère de l'Agriculture sur les ventes de 2019. Donc, on voit qu'on parle de quantité de substances actives vendues d'une manière générale, quantité totale de produits préoccupants par des produits de biocontrôle. Donc voilà, on est bien sur des indicateurs qui nous permettent de sortir des chiffres et de suivre l'évolution de ces ventes de produits phytosanitaires. Maintenant, sur quoi s'appuient ces indicateurs? Qui renseigne ces indicateurs? En fait, il y a donc au niveau national la BNVD, qui est la banque nationale, la base nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques par les distributeurs. Et donc, cette base de données est alimentée depuis 2009, donc ça commence à faire un moment, par les déclarations des ventes annuelles des distributeurs. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en termes de calendrier, les distributeurs ont jusqu'au 31 mars de l'année N pour déclarer les ventes de l'année N-1. Donc, ça veut dire qu'on a toujours un décalage dans cette déclaration par rapport à l'année des ventes. Ces déclarations sont faites au niveau des agences de l'eau et elles permettent d'assurer une traçabilité au niveau des distributeurs puisque les ventes sont identifiées depuis 2016 au niveau du code postal de l'acheteur. Alors, malgré tout, ces données sont à manipuler avec précaution parce qu'on voit régulièrement effectivement des chiffres qui disent bah, ça a monté, ça a baissé, c'est pareil, puis 3 mois après, c'est des informations différentes qui peuvent apparaître. Donc, pourquoi a-t-on ces évolutions parfois marquées dans les chiffres? C'est comme je vous disais, les déclarations sont faites jusqu'au 31 mars de l'année N et ensuite, le ministère fait un travail d'agrégation, de contrôle, de cohérence sur les données déclarées pour pouvoir ensuite finaliser un bilan en fin d'année N. Donc, ça veut dire que les ventes de l'année N-1 sont consolidées et le chiffre est globalement finalisé en fin d'année N. On a toujours donc une année de décalage complètement. Ça, c'est le premier point sur les évolutions possibles qu'on peut avoir dans les chiffres communiqués par le ministère. Et ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est qu'on est bien ici sur une base nationale des ventes. Et tout au long de la présentation, on sera bien sur des produits vendus et pas des produits utilisés. Et ça, c'est très important parce que la vente, ce n'est pas parce qu'un agriculteur achète un produit qu'il va l'utiliser l'année N. Donc, c'est bien cette difficulté à croiser entre les ventes et l'utilisation qu'il faut avoir en tête. Donc, si on regarde quels sont les indicateurs, donc on entend parler tout à l'heure, je vous parlais de quantité utilisée, on parle aussi de surface traitée, on parle de nombre de doses utilisées, etc. Donc, en fait, on dispose de 3 grands indicateurs au niveau national, la QSA, le NODU et l'IFT. En fait, ces 3 indicateurs permettent d'avoir des approches différentes et complémentaires. La QSA correspond à la quantité totale vendue d'une substance active, sachant que, comme vous l'a dit Arnaud tout à l'heure, une même substance active peut se retrouver dans différents produits commerciaux. Et cette substance active vendue est exprimée en kilos. C'est un indicateur donc national qui sert de base de calcul au NODU. Et le NODU, lui, correspond, on peut l'identifier pour faciliter l'appréhension de cet indicateur comme étant l'équivalent du nombre d'hectares traités pleine dose par une substance active. On est toujours bien en substance active.
Et le NODU est bien l'indicateur national du plan éco-phyto. En complément de ces deux indicateurs, qui sont les indicateurs nationaux dans le cadre du plan éco-phyto, on a aussi l'IFT, qui est un indicateur pour les agriculteurs qui correspond au nombre de doses de référence de produits commerciaux utilisés sur une campagne. Et donc là, on est bien sur une approche produit commercial, on n'est plus sur une approche substance active. Et donc, ces trois indicateurs sont complémentaires les uns des autres en lien avec leurs approches différentes. Et ce ne sont que les deux premiers, QSA et NODU, qui permettent d'alimenter les indicateurs nationaux sur lesquels le ministère communique ensuite. Juste pour vous donner une rapide vision sur les limites de ces différents indicateurs, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les indicateurs, tous, sont très sensibles au choix des produits utilisés et au choix des substances qui les composent. En fait, là, je vous ai mis, c'est vraiment un exemple, hein, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est pour illustrer. On a pris 3 itinéraires techniques de désherbage sur blé. Donc, c'est la première colonne à gauche, des itinéraires techniques avec isoproturon, qui aujourd'hui est interdit. Des itinéraires techniques sans isoproturon, c'est les deux suivants, avec des produits différents dans les deux cas. Et on se rend compte que par rapport à l'itinéraire technique de référence, si on essaie d'identifier donc en termes de QSA, NODU et IFT, l'évolution entre ces itinéraires techniques, on se rend compte que certains itinéraires techniques, si on prend la deuxième ligne, itinéraire technique sans isoproturon, on utilise deux produits qui sont archipel et compile, avec 3 matières actives dans ces deux produits. On observe une baisse de la QSA par rapport à l'itinéraire technique de référence. Donc ça va dans le bon sens. C'est lié au choix des matières actives. Mais on observe aussi une augmentation du NODU parce qu'en fait, on utilise deux produits commerciaux différents. Donc, finalement, on peut avoir des indicateurs qui évoluent de manière indépendante l'un de l'autre et donc qui sont très sensibles au choix du produit. Donc, c'est vraiment une approche globale qui est intéressante à avoir au niveau du suivi des pratiques, parce que là, on n'est bien que sur le suivi des ventes. Donc, c'est bien cet ensemble d'indicateurs qui est nécessaire pour pouvoir analyser correctement, plus finement, les évolutions. Donc, si on rentre maintenant dans l'évolution des ventes au niveau de la région Bretagne, donc sur les QSA, donc quantité de substances actives et NODU, toutes substances confondues. Donc, on observe, à gauche, votre graphique indique donc l'évolution des quantités de substances actives vendues, donc de 2016 à 2019, avec en marron les fongicides, en gris les herbicides, en jaune les insecticides et en bleu soutenu les régulateurs. Donc, on observe une baisse entre 2016 et 2019 qui est de moins 26%, avec toutefois à noter un pic en 2018. Et ce pic est globalement dû à une évolution réglementaire, donc en lien avec la loi Egalim, qui interdit à partir de 2019 tout ce qui est remise, rabais et ristourne sur la vente de produits phytosanitaires. En parallèle, il y a une augmentation de la redevance pollution diffuse sur les produits phyto. Donc globalement, les agriculteurs ont anticipé cette évolution réglementaire et ont fait des stocks et donc ont acheté plus que nécessaire par rapport à cette année 2018. Donc, c'est pour ça que dans les graphiques que je vous présente, on aura systématiquement une comparaison 2016 avec la moyenne 2018-2019 pour justement lisser cet effet stock autant que faire se peut, essayer d'avoir une visibilité. Donc, au niveau de l'évolution des quantités de substances actives, toutes substances confondues, on observe globalement une baisse entre 2016 et 2018-2019 de moins 6%. Pour les NODU, on observe le même comportement avec une baisse du même ordre de grandeur, avec des évolutions différentes suivant les familles, en particulier suivant la partie fongicide. Si on essaie de zoomer maintenant, d'aller un peu plus finement, au-delà donc de l'ensemble des substances actives vendues, si on s'intéresse aux substances préoccupantes sur la même période 2016-2019, donc tous ces chiffres sont issus des chiffres fournis par la DRAF Bretagne et les graphiques de la même façon. Les substances préoccupantes, c'est quoi? En fait, ce sont les substances qui ont un impact sur la santé humaine, donc qui sont classées CMR en particulier et santé A. Donc, ce qu'on observe, c'est entre, toujours pareil, 2016 et 2019, une forte baisse de l'utilisation de ces produits contenant des substances préoccupantes, pas de l'utilisation, excusez-moi, des ventes de produits contenant ces substances préoccupantes, avec une baisse de 25% entre 2016 et 2018, la moyenne 2018-2019. Et de la même façon, en termes de NODU, donc là, on est plutôt sur un facteur d'intensité de pratique, une baisse sensible entre 2016 et 2018-2019. Donc, ce
qu'on observe, c'est vraiment cette baisse, et il est important de noter voilà, la disparition de cette vente progressive, disparition de la vente de ces matières actives. Deuxième petit zoom qu'on va faire, c'est sur les produits de biocontrôle. Arnaud en a parlé tout à l'heure dans la partie définition. Dans le cadre du plan éco-phyto à la limitation de l'utilisation, à la baisse de l'utilisation des produits phyto, il y a une incitation à la substitution des produits les plus préoccupants, dont on vient de parler là, mais aussi les autres, par des produits de biocontrôle. Donc, les produits de biocontrôle, c'est quoi? Un produit de biocontrôle, c'est un produit qui utilise des mécanismes naturels pour pouvoir lutter contre les ennemis des cultures, et dans lesquels on identifie différentes possibilités. D'une part, les macro-organismes. On peut citer par exemple les trichogrammes sur maïs pour lutter contre la pyrale, mais on peut aussi trouver d'autres produits phyto qui peuvent contenir des micro-organismes comme le bacillus, mais aussi des médiateurs chimiques comme les phéromones pour attirer les papillons, ou d'autres substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Donc, ces produits de biocontrôle ont d'une manière générale un impact quasi nul à la fois sur la santé et sur l'environnement. Et si on regarde donc l'évolution des ventes de ces produits, on constate que 2016 à 2019, une augmentation importante, puisqu'il y a une augmentation, puisque la part des produits de biocontrôle dans l'ensemble des quantités de substances actives vendues est passée de 8% à 20% des quantités de substances actives vendues. De la même façon, en termes de nodus, il y a eu une augmentation d'utilisation, bien évidemment, de ces produits de biocontrôle, avec en majorité deux produits qui sont utilisés en Bretagne. D'une part, l'huile de vaseline, qui est un insecticide utilisé sur pommes de terre, et d'autre part, le soufre, qui est un produit fongicide utilisé principalement sur céréales. Donc, en conclusion de cette analyse, première analyse de la base des indicateurs issus de la base nationale des ventes, ce qu'on constate, c'est qu'une tendance globale à la baisse des quantités de produits vendus en Bretagne, une tendance globale à la baisse des produits les plus toxiques vendus en Bretagne et une augmentation de la vente des produits de biocontrôle. Vous retrouvez ces éléments dans le graphe où on a donc les substances préoccupantes en bleu soutenu, avec une baisse entre 2016 et 2019, une augmentation des produits de biocontrôle vendus en jaune et donc une diminution de la quantité totale de substances actives vendues en marron. Donc ça, c'est les produits vendus. Maintenant, on n'est pas sur les pratiques. On va y passer juste après avec les témoignages. Mais, justement, Elisabeth, je t'aurais proposé pour gagner un tout petit peu de temps que justement toute la partie IFT soit traitée par l'agriculteur tout à l'heure, d'accord? Oui, j'ai fini justement. Et je voulais juste dire que sur les volets pratiques, on s'appuie sur les enquêtes pratiques agricoles réalisées par la DRAF. Et donc, l'enquête pratique de 2018 a montré un développement du désherbage mécanique avec un quart des exploitants qui pratiquaient le désherbage alternatif pour faire le lien entre une base de données vente et ensuite des éléments qui permettent d'argumenter sur les évolutions pratiques. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la place, Stéphanie, je te laisse la main. D'accord, merci Elisabeth. Donc, on va passer avec Véronique aux questions qui ont été posées sur le chat. Et d'emblée, je pense qu'on peut vous annoncer qu'on va déborder un petit peu dans le timing et finir plutôt sur 12h15. Je vous laisse pour les questions. Alors, il y a des remarques et une question. On peut commencer, Elisabeth, par la question. Est-ce que ces chiffres que tu as présentés prennent en compte les usages hors agricole, c'est-à-dire ce que la SNCF utilise, ce que les communes utilisent? Les élus font la remarque qu'il y a beaucoup de communes qui sont passées en zéro phyto, qui n'utilisent plus de produits phyto. Est-ce que ça se ressent dans les chiffres? En fait, là, non, on n'a pas les usages spécifiques des particuliers. Alors, c'est tout ce qui est déclaré. Alors, je reprécise un petit peu plutôt. Ces chiffres sont issus des déclarations des ventes des distributeurs agréés. Donc, en fait, quel que soit l'utilisateur, le distributeur déclare effectivement ce qui a été vendu sur tel ou tel code postal. Donc, effectivement, on peut retrouver les évolutions liées à l'arrêt d'utilisation des communes qui n'utilisent plus de produits phyto. On peut retrouver des bases d'utilisation liées à des évolutions d'utilisation de produits, en particulier sur la gestion des infrastructures. Après,
ça ne va pas être énormément visible, hein, puisque globalement, en termes de volume vendu, la part agricole est très, très largement majoritaire sur les quantités de substances actives vendues. Donc, c'est difficile à voir, quoi. OK. Et on n'a pas de moyens. Des références sur un détail là-dessus, on vous les mettra dans le diaporama. Oui, voilà. Et il y a aussi donc une question pour Yannick qui est plutôt liée au décalage entre les chiffres présentés. Donc, la remarque portait sur le fait de ne pas se tenir aux chiffres 2019, mais ça, tu l'as fait ensuite dans ta présentation, effectivement, de regarder sur plusieurs années. Mais c'est la question du décalage entre ces chiffres-là et puis l'objectif du plan Éco-Phyto qui visait l'atteinte de moins 50% des produits phyto. Oui, alors c'est une situation qui est assez complexe et assez difficile à expliquer, mais ça a été fait en partie sur une diapo que nous a présentée Elisabeth. On a des molécules qui ont été supprimées, qui étaient utilisées à de faibles dosages, parce que très efficaces, et elles ont été remplacées par des molécules moins efficaces, mais qu'on est obligé d'utiliser à forte dose, ou qui ont une autorisation de mise sur le marché à forte dose. Hein. C'est l'exemple du prosulfocarbe et de l'isopoturon qui était pris en compte tout à l'heure. Et donc, forcément, ça a un impact sur les indicateurs. Et en plus, les produits de biocontrôle qui arrivent aussi à l'utilisation dans les exploitations et qui sont, eux, utilisés à des doses qui sont quand même assez considérables. Quand vous mettez de l'huile sur les cultures, sur les productions de pommes de terre notamment, c'est des quantités qui sont assez considérables, hein, c'est 40-50 litres à l'hectare. Donc forcément, si vous les intégrez dans le global des indicateurs, ça a un impact sur l'indicateur lui-même. Ok, merci Yannick. Je ne vois pas d'autres questions ou remarques sur cette partie sur le chat. Voilà. D'accord, alors du coup, nous allons poursuivre. Donc, avec donc Clarisse Boisselier et puis Jean-Marc Letiec. Donc, Clarisse, je te passe la première diapo. Ok, vous m'entendez, c'est bon? Oui, tu peux allumer ta vidéo. Ouais, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. C'est l'animateur qui a arrêté ma vidéo, donc je ne peux pas la remettre, mais c'est pas grave. Je démarre. Donc, je suis Clarisse Boisselier, je suis conseillère agronomie à la Chambre d'agriculture et j'anime un groupe d'agriculteurs défi ferme Éco-Phyto depuis 2011. Donc, Jean-Marc qui va témoigner et participe à ce groupe-là et je suis aussi conseiller culture en agriculture biologique. Donc là, au niveau des usages des produits phytosanitaires, tout à l'heure, il y avait une question par rapport à un produit phyto, ça sert à quoi? Et on était passé assez vite sur la diapositive. C'est vrai que maintenant, hein, l'usage des produits phytosanitaires a quand même beaucoup évolué chez les agriculteurs. On va l'utiliser un peu comme des médicaments si on en a besoin. Ce n'est pas une partie de plaisir d'aller pulvériser. Si on n'a pas besoin d'aller en mettre, les agriculteurs ne vont pas aller en mettre. Après, il y a des situations plus complexes où on est obligé de faire du préventif et on ne peut pas faire de curatif. Donc, voilà, il peut y avoir des situations quand même où voilà, on est obligé d'intervenir en amont avec des produits phyto. Au niveau des groupes d'agriculteurs qu'on accompagne, on va essayer d'éviter d'avoir le problème, donc de travailler en amont sur des leviers mobilisables au niveau de l'agronomie. Et plus on va utiliser de leviers, plus on aura un système robuste. Et donc, moins les agriculteurs vont prendre de risques en fait, à baisser l'usage des produits phyto. Il ne faut pas se dire on va juste faire une impasse, arrêter un produit ou juste faire une réduction de dose. Il faut vraiment avoir réfléchi en amont sur des leviers à activer, donc ceux que, par exemple, vous avez présentés là, pour limiter le risque pour l'agriculteur. Parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les produits phytosanitaires, c'est aussi pour soigner les plantes ou éviter d'avoir des problèmes avec des bioagresseurs. Donc, si je prends les exemples, là, au niveau des fongicides, par exemple, on va activer des dates de semis un peu plus tardives, on va semer un peu moins dense, on va éventuellement associer différentes variétés entre elles, on va choisir des variétés plus tolérantes, enfin voilà, en actionnant différents leviers comme ça, on va sécuriser la baisse des produits phyto chez l'agriculteur, donc notamment là, les fongicides. Au niveau, évidemment, il y a la rotation à la base de l'agronomie, on n'a pas le temps là, de tout développer, mais voilà, pour prendre quelques exemples. Et ensuite, on va intervenir si besoin, donc soit avec un traitement phytosanitaire où on fera attention au choix du produit,
Donc, choix du produit, c'est à la fois pour la santé de l'agriculteur, mais aussi au niveau de l'environnement. Il y a des produits qui passent facilement dans l'air ou dans l'eau. Donc, c'est vrai qu'on fait attention à ça et on adapte la dose à la cible. Par exemple, si une adventice est développée, c'est sûr que c'est beaucoup moins facile de réduire les doses. Donc, on essaie d'arriver là aussi à un moment opportun quand l'adventice est assez jeune. Et y compris en passage mécanique, où c'est aussi un passage curatif, le passage mécanique, donc avec d'autres inconvénients comme l'utilisation de fuel, de carburant, travail assez érosif sur certains sols. Donc voilà, il y a aussi des inconvénients à passer en mécanique. Donc là, pareil, si on peut éviter, on va éviter. Donc on accompagne aussi les agriculteurs dans ces choix-là. On va peut-être avancer. Voilà. Donc, au niveau du groupe d'agriculteurs, là, on travaille depuis 10 ans ensemble. Il y a des profils très différents au niveau de ce groupe-là. Donc, là, Jean-Marc va témoigner tout de suite, mais la vidéo qui a été faite initialement, vous pourrez avoir le lien ensuite, elle présente aussi le témoignage d'Hervé, donc qui est un éleveur laitier qui a 60 hectares. Donc, alors que Jean-Marc, vous verrez, a un autre style d'exploitation. Et là, le but de l'accompagnement des agriculteurs, c'était vraiment d'adapter à chacun la réduction des produits phyto. Donc, on n'impose rien, mais c'est vraiment eux qui, en fonction de leurs contraintes d'exploitation, de leur taille d'exploitation, de leurs objectifs, choisissent les leviers. Et donc, ils ont tous réussi à réduire dans ce groupe-là, mais ça prend du temps. Ce n'est pas si simple juste de dire il faut réduire, donc allez-y, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, c'est vraiment le changement prend du temps. Même si les agriculteurs sont motivés, c'est des risques qu'ils prennent, il faut se former, il faut se réassurer. Donc, c'était vraiment un point important, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on ne voit pas tout de suite en 2 ans la réduction des phytos, mais qu'il y a un accompagnement sur le long terme à avoir. Je passe la parole à Jean-Marc. Tu te présentes rapidement, puis on va passer sur la vidéo. On fera un complément de témoignage juste après, puis on prendra les questions aussi. Donc, bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Letiec, exploitant agricole à Bégame, sud-est Morbihan, sur une structure avec 3 associés et 5 salariés. Une structure de production porcine en sélection et 120 vélages en race limousine sur une surface de 350 hectares. Avec une fabrication à la ferme pour l'alimentation des porcs et une grosse partie d'herbe pour le pâturage des bovins. Voilà. Je vous laisse passer la vidéo. Sandrine, c'est à toi. C'est une structure de 350 hectares en polyculture élevage, puisqu'il y a 350 truies en sélection et 70 mères en limousine en sélection aussi. Voilà, l'assolement il est réparti sur une 115 hectares de maïs, 115 hectares de blé et orge à peu près, quinzaine d'orge, 100 hectares de blé, et puis le reste en herbe. Donc rentrer dans le groupe Ecophyto, c'est vrai que ça a été une démarche qui a été tout à fait volontaire au niveau de la baisse des phytos. L'objectif premier de l'exploitation, c'était de gagner l'autonomie en production végétale, surtout en maïs et en céréales, pour l'alimentation des porcs. Donc c'est pour ça que baisser les phytos, on le voulait bien, mais tout en gardant le rendement et la qualité sanitaire, surtout les problèmes de fusariose sur les blés. La partie couverts végétaux avec l'implantation de 4 kg de facili et 80 kg de févrole après les récoltes. C'est des couverts que l'on roule au mois de février au moment des gelées. Et puis après, on a un itinéraire de culture qui est beaucoup plus simple pour la mise en place du maïs. Ça va faire la 3e année qu'on ne fait plus de labour sur l'exploitation. Donc ça a été par l'achat d'un outil à dents, Alpego. Cracker. La prise de décision du non-labour, ça n'a pas été une augmentation suivie d'une augmentation du glyphosate. Le glyphosate est très peu utilisé sur l'exploitation, c'est vraiment très ponctuel. On partait sur 3 fongicides systématiques. Depuis le début du groupe, on a revu en descendant à 2 fongicides. On retarde le premier fongicide le plus possible et après on garantit bien sûr l'état sanitaire des céréales en faisant un traitement fusariose quasiment systématiquement. Tout ça s'est amélioré par l'acquisition d'un pulvérisateur, donc avec une grosse capacité et une grande largeur. On a une coupure par GPS et du coup on fait l'azote avec aussi.
Donc on n'a pas de recouvrement d'azote, on a moins de verse dans les coins de champ, on a moins de verse dans les bouts de champ. Donc le choix des buses a été revu aussi, avec des buses en jet pinceau, 110 degrés à 2 bars. Donc voilà, on optimise au maximum l'application. Donc c'est pour ça que l'acquisition du pulvé nous a permis aussi de baisser les doses aussi. Donc je suis devenu plus autonome dans la partie surveillance de culture. L'achat de morte-saison s'est arrêté, on utilise les produits quand on en a besoin et non systématiquement. Des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on avait prévu, quoi. L'objectif c'est de baisser les fongies, mais c'est pas toujours facile du fait des aléas climatiques ou du travail d'élevage. C'est bon, vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon, un petit peu plus fort, Clarisse, et ça va être bon. Ouais, donc Jean-Marc, est-ce que tu peux compléter la vidéo en nous donnant quelques autres changements qui ont eu lieu sur la ferme par rapport à la baisse d'usage des produits phyto? Donc, par rapport au changement, bon, il y a eu l'adhésion à ce groupe Ecophyto, justement, où dans la discussion, nous avons arrêté de traiter systématiquement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur la partie fongicide. Il y a eu une remise en question sur l'observation. On est devenu plus autonome, on prend les décisions, on passe plus de temps à observer avant d'intervenir. Et puis, on a essayé aussi le désherbage mécanique, notamment sur le maïs, où on a fait ça sur une partie de la surface, parce qu'on a une grande surface de maïs, mais qui nous permet de tester, mais voilà, quoi, qui est tout à fait positif sur certains points et d'autres un petit peu moins. C'est là qu'on s'aperçoit et on se heurte à des soucis qu'on n'avait pas spécialement vus en premier temps, quoi, à la prise de décision de l'essai. Donc, tu veux préciser, toi, c'était les cailloux, notamment derrière. Oui, voilà, nous, c'était les cailloux surtout. Et puis, suivant le stade de l'intervention, la reprise des mauvaises herbes, suivant s'il n'y a pas de temps sec après le passage de l'outil mécanique, le désherbage mécanique. Donc voilà, si l'essai serait à refaire, là, on l'avait fait sur un deuxième passage de désherbage. À la place d'un deuxième passage de désherbage, on le ferait peut-être sur un premier passage. Mais c'est très gourmand en temps. Et voilà, quoi, c'est pour ça que des fois, c'est un peu le problème de ce levier-là. Du coup, quelles ont été les principales étapes là, dans la progression de la baisse des phytos? La baisse des phytos, déjà, on en revient toujours à la même chose, ça a été le travail en groupe. Où là, c'est vrai que notamment dans la discussion, on s'aperçoit qu'il y a des leviers. Donc, on a choisi de changer les variétés, on a repoussé un petit peu les dates de semis, on revoit un petit peu la partie azotée aussi, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser de produits antiverses. Donc tout ça, c'était par ce travail-là. Et puis, on a appris aussi à être un peu plus tolérant. On tolère un petit peu quelques mauvaises herbes qu'on ne tolérait pas jusque-là. Et on a aussi revu l'utilisation, comme l'achat du pulvérisateur. Et puis, vu l'outil arriver au bon stade, passer à des heures qui permettent d'utiliser le produit et que son efficacité soit la mieux adaptée. Donc, c'est pour ça que des fois, ça nous arrive de traiter la nuit pour utiliser moins de produits et puis qu'il soit le plus efficace possible. Et du coup, est-ce que vous êtes posé la question de passer en bio? Alors, passer en bio, on se pose la question, plusieurs dans le groupe l'ont fait. Après, voilà, on se heurte à des soucis de structure, donc le temps passé, la surface. On essaye de faire du mieux qu'on peut. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas systématique, donc passer en bio, non. Raisonner, oui. Et là, on est tout à fait à l'aise à parler de nos pratiques, puisque depuis 3 ans maintenant, on ouvre nos portes de l'exploitation au grand public au travers de la vente directe. Là, on leur propose à la vente du miel produit chez l'exploitation. Donc, ça veut dire que même avec un système comme le nôtre, on arrive toujours à avoir des abeilles chez l'exploitation et on arrive tout à fait à discuter de nos pratiques et d'expliquer aux gens, comme tu disais tout à l'heure, Clarisse, on utilise des phytos parce que pour guérir, c'est un médicament, c'est pas toujours, et c'est surtout pas pour le plaisir. Donc voilà.
ça nous permet de s'expliquer. Et puis, il faut dire que le consommateur est tout à fait ouvert à la discussion et comprend les choses. Merci à vous deux. Peut-être que l'on peut passer aux questions qui ont été posées par le chat. Oui, alors c'est une question qui ne s'adresse pas à Jean-Marc en particulier. C'est plus une question sur l'accompagnement de la Chambre d'agriculture, notamment au niveau d'études ou de recherche sur d'autres formes de production comme la permaculture. Est-ce que, Elisabeth, tu peux répondre dans le cadre de Ferme Défi ou Yannick? Bon, je veux bien répondre sur une partie, puis Elisabeth complétera. La Chambre d'agriculture, sur son site expérimental de Kerguénec, mène des expérimentations sur plusieurs modalités, dont la permaculture, et en comparaison avec des parcelles qui sont en bio ou en conventionnel. Et bien sûr, la Chambre d'agriculture accompagne aussi beaucoup de groupes, défis ou 30 000, avec des agriculteurs qui sont tous différents, qui ont des modes de production différents. Et la Chambre d'agriculture, comme je l'ai dit dans mon intro, amplifiera cet accompagnement. Ça a été inscrit dans ses objectifs. Donc, tu parles d'objectifs, c'est inscrit dans le projet stratégique de la Chambre d'agriculture pour les prochaines années. Et donc, du coup, la question portait aussi une question qui avait été dans la première partie, pardon Elisabeth, du coup, tu compléteras aussi sur cette question, sur l'arrêt du travail du sol, en fait. Le fait que ça permet une vie du sol plus riche, toute la question de l'agroécologie, en fait. Donc, Jean-Marc y a répondu en partie voilà, par son témoignage sur son exploitation, mais vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Oui, donc en fait, comme l'a souligné Yannick, au niveau de la Chambre d'agriculture, on s'appuie en particulier sur les expérimentations qui sont menées à la station de Kerguénec, donc dans le Morbihan. Et dans le cadre des essais qui sont menés sur cette station en particulier, mais qui sont démultipliés ensuite, il y a un travail justement sur tout ce qui concerne la gestion des différentes approches de travail du sol et la gestion des mauvaises herbes, avec une entrée zéro glyphosate. Donc, on est effectivement en train de tester pour identifier les freins à la simplification du travail du sol en lien avec la gestion des adventices et quelles sont les solutions techniques hors phyto qui permettent de répondre à cette gestion des adventices dans ce contexte particulier de réduction du travail du sol avec différentes modalités de réduction du travail du sol. Ça, c'est sur la partie agriculture de conservation, sachant qu'il y a une dynamique régionale au niveau de la Chambre pour accompagner aussi les agriculteurs autour de cette thématique, aussi bien au niveau des références mises à disposition que de la formation et donc l'accompagnement à la mise en œuvre de cette technique. Sur les autres approches en termes de gestion des produits phyto, comme disait Yannick, donc toujours à la station de Kerguénec, on va jusqu'à tester donc du zéro phyto sur des comment ça s'appelle. Ce qui est intéressant et important de voir, c'est comment on arrive à ce zéro phyto. Comme l'ont dit tout à l'heure Clarisse et Jean-Marc, on n'arrive pas par hasard en disant tiens, je vais faire du zéro phyto, je claque des doigts, ça marche. Donc, ça nécessite une approche globale du système de culture, voire même du système d'exploitation et sur plusieurs années. Et donc, au niveau de la station de Kerguénec, on teste des allongements de rotation, on teste sur l'ensemble des leviers qui ont été présentés par Jean-Marc et Clarisse pour arriver à cet objectif zéro phyto. Avec la difficulté, ou plutôt l'objectif à terme, plus qu'une difficulté, c'est de rendre ça applicable après par les agriculteurs en dehors de la station. Merci. Alors, forcément, les questions sont nombreuses, mais on va conclure pour respecter le timing. Donc, alors, en quelques mots, quel accompagnement de la part de la Chambre d'agriculture pour les collectivités? Donc, sur cette thématique des phytos, il y a des informations régulières dans la newsletter qui est envoyée aux collectivités à un rythme d'à peu près tous les trimestres. La dernière en date a été envoyée le 11 mars dernier. Ensuite, on est en train de développer un site web
donc à destination des collectivités, qui sera opérationnel normalement en avril cette année. Donc là aussi, où on pourra mettre des éléments d'actualité sur cette thématique. Et puis enfin, on a un guide spécifique sur les phytos qui est à destination des collectivités auquel vous pouvez avoir accès et vous pouvez nous en demander. On voit bien que sur cette thématique des phytos, il est très important de favoriser le dialogue entre agriculteurs et habitants. Donc, on a évoqué tout à l'heure le flyer qu'on a développé, les phytos, parlons-en. Ça peut être aussi des temps d'échange pour favoriser l'interconnaissance entre agriculteurs et habitants, des réunions d'infos, des portes ouvertes. Surtout, revenez vers la Chambre d'agriculture, vous élus, si vous en ressentez le souhait de maintenir justement ces moments d'échange-là avec les riverains. Pour ça, donc, vous avez sur le territoire 25 antennes chambres d'agriculture sur toute la Bretagne, auxquelles sont rattachés 27 élus référents. Donc là, nous avions tout à l'heure Yannick Lebars. Ces antennes sont réparties sur 20 territoires auxquels sont rattachés 20 chargés d'animation territoriale. Donc, c'est auprès de ces chargés d'animation territoriale que vous pouvez avoir et des documents d'information et aussi possibilité de créer des événements. Donc, d'ores et déjà, on peut vous annoncer 2 rencontres à venir qui vont être proposées aux collectivités. Tout d'abord, le 10 juin, nous allons vous inviter à venir à la station expérimentale maraîchère de Auray, donc de la Chambre d'agriculture, pour vous parler d'alimentation locale. Et puis, en septembre, en virtuel ou présentiel, on va bien voir, nous vous proposerons pareil, une 4e édition de Journée des territoires. Donc, nous reviendrons vers vous prochainement. Je laisse la main à Yannick pour le mot de conclusion. Oui, alors, merci à tous pour votre participation et en espérant avoir apporté les réponses à une partie de vos questions, du moins. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui est accessible pendant encore quelques minutes. Les diaporamas, quant à eux, vous seront envoyés pour vous permettre d'accéder par les liens en complément des présentations. Merci à tous.